Comparée à une histoire plus que 3 fois millénaire, la Chine vient de connaître un basculement majeur et rapide. Vers le milieu du XIXe siècle, sous la contrainte des canonnières, avant tout britanniques, la Chine signe ce qu'on a appelé les traités inégaux, c'est-à-dire qu'elle doit ouvrir ses ports au commerce et céder des concessions aux puissances étrangères. Lorsqu'elle reprend ses destinées en main, d'abord avec l'avènement de la République en 1911, et puis l'arrivée du Parti communiste chinois au pouvoir en 1949, elle a alors 2 attitudes géopolitiques. Elle se referme sur elle-même, et tout le développement économique est orienté vers la terre, puisque c'est de la mer qu'étaient venues les agressions. Elle va donc organiser son immense territoire en prenant le nord, l'ouest et le sud pour zone tampon face à la Russie, face à l'Empire britannique qui est très présent dans le sous-continent indien. Vous voyez la Chine périphérique, les provinces de la Mongolie intérieure, du Ningxia, du Gansu, du Xinjiang, du Tibet. C'est la Chine loin du parler mandarin, c'est la Chine des minorités et des plateaux arides. Et c'est dans le centre du pays que va être conduite l'industrialisation. Vous voyez les provinces de la Chine du centre, notamment le Shanxi, le Hubei, le Hunan, le Sichuan, le Yunnan, je ne les cite pas toutes. La côte, elle, est quasiment délaissée, car c'est de là que venait le danger. Danger d'invasion militaire, commerciale et invasion par les idées. Or, ce schéma de développement s'est radicalement modifié depuis 20 ans, puisque c'est à partir du 11e congrès du Parti communiste en 1977 que Deng Xiaoping va réorienter le développement du pays vers les côtes. Et c'est le résultat de ce basculement que nous découvrons maintenant. C'est dans cette Chine côtière que s'écrit l'avenir bon et mauvais de la Chine. Ces provinces maritimes, le Heilongjiang, le Jilin, le Liaoning, le Hebei, le Shandong, le Jiangsu, le Zhejiang, le Fujian, le Guangxi, le Guangdong, représentent tout de même plus de 400 millions d'habitants pour donner une échelle de grandeur. Et c'est dans cette partie de la Chine qu'ont été multipliées les zones économiques spéciales, l'ouverture aux capitaux étrangers, l'autorisation de l'entreprise privée. Ces provinces maritimes connaissent un taux de croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Elles concentrent 85% des investissements étrangers en Chine. Les premiers investisseurs sont les Chinois d'outre-mer. Ils vivent en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, au Canada, aux États-Unis. Ils sont 30 à 35 millions et ils sont intéressés au développement de leur mère patrie. À eux seuls, il faut savoir qu'ils détiennent 65% des investissements étrangers en Chine. Or, ce succès de la Chine côtière induit une fracture. Il renforce les grandes divisions du pays entre littoral, intérieur et confins, et a d'ores et déjà provoqué un développement à plusieurs vitesses, comme 2 mondes qui ont commencé à se côtoyer au sein d'une même société. Un monde, la Chine côtière, qui s'ouvre à l'international, un autre, la Chine intérieure, et des confins qui sont restés plus rurales. Une partie de la Chine, c'est encore le tiers-monde, l'autre est entrée dans la mondialisation. À cette fracture grandissante s'ajoute le séparatisme au Tibet, qui perdure, quels que soient les moyens de la répression. Le développement dans le Xinjiang, le Turkestan chinois, de troubles avec les Ouïghours, musulmans. Maintenant, quand les dirigeants du pays se tournent vers l'extérieur, ils constatent qu'à leurs frontières immédiates, les choses changent. En Mongolie, où le Parti communiste avait survécu au séisme de 1989, l'opposition vient de remporter les élections et s'est démocratiquement installée au pouvoir à Ulaanbaatar. Alors, mauvais exemple. Mauvais exemple, en effet, pour Hong Kong, qui est entre 2 statuts et peut-être même entre 2 régimes. Hong Kong est peuplé de 6 millions d'habitants, chinois en très grande majorité, et la cité-État est sous souveraineté britannique depuis 99 ans, et ce jusqu'au 30 juin 1997. Or, la place et la date sont importantes. La place parce que Hong Kong est le premier port d'Asie, elle assure à elle seule plus de 50% des exportations de la Chine, sa bourse est une des grandes bourses d'Asie, d'où l'importance de maintenir la stabilité, et la date, car à la veille du XXIe siècle, il convient de laver l'affront des traités inégaux du XIXe siècle. L'enjeu est de taille, car tout va s'enchaîner.
S'il y a stabilité politique, il y aura stabilité financière. Et derrière l'événement, n'oublions pas que se profile la belle Macao, colonie portugaise, à 2 heures de bateau dans le détroit de la rivière des Perles, qui reviendra, elle aussi, sous souveraineté chinoise en 1999. Enfin, Pékin voudrait récupérer Taïwan, disons, au XXIe siècle. Et justement, la situation à Taïwan n'est pas réjouissante, du moins du point de vue de Pékin. Taïwan, Chine hors de Chine, est peuplée de 20 millions de Chinois. C'est là que sont venus se réfugier les nationalistes chinois conduits par Chiang Kai-shek lorsque le parti communiste de Mao Tse-tung a pris le pouvoir en 1949. Taïwan est devenu en 40 ans un pays très riche, et en plus, il vient d'élire au suffrage universel un président, Lee Teng-hui, et ce, malgré les manœuvres navales de Pékin dans le détroit de Taïwan, détroit de Formose, qui tentait d'intimider les Taïwanais. Or, cette compétition sino-chinoise ne concerne pas du tout que la Chine, comme le prétend Pékin. L'enjeu est bien plus large, et il faut là réfléchir à l'avenir de la Chine maintenant à une échelle mondiale. Voici la Chine telle que nous avons coutume de la représenter. C'est le 3e plus vaste pays au monde, après la Russie et le Canada. Elle fait 9 millions de kilomètres carrés. Et avec une telle superficie, une telle histoire et 1,2 milliard d'habitants, évidemment, gérer l'État n'est pas simple. Mais voici maintenant un planisphère chinois tel que les Chinois se représentent eux-mêmes. Vous le constatez, la Chine est au centre du monde, ce qui est bien logique. Chine, en chinois, se dit Zhongguo, cela veut dire le pays du milieu, l'empire du milieu. Elle fait tout pour le redevenir, mais elle ne l'est pour le moment ni dans la technologie, ni dans le modèle politique, et pas encore dans la performance économique. Alors tous ces facteurs ajoutés donnent une Chine continentale à la fois fracturée et ouverte, de plus en plus forte, mais de plus en plus dépendante d'un système capitaliste qu'elle n'a fait qu'imiter après l'échec du sien. Et la question qui se pose, c'est la Chine va-t-elle redevenir une grande puissance dans 20 ans? Et selon quel code de relations internationales? La Chine, c'est plus qu'un État, c'est une civilisation, donc elle a le temps pour elle. Mais pour le moment, on attend la mort de l'empereur et l'attentisme prévaut. Résultat, les discours officiels politiques sont une véritable bouillie d'idées, car la seule croissance économique ne peut pas se substituer à la perte de légitimité politique. On est donc face à un vide idéologique, et le nationalisme devient là à nouveau la classique béquille d'un pouvoir fragilisé. On menace Taïwan, à l'exception du Pakistan et de la Birmanie, on menace toute l'Asie du Sud-Est pour s'approprier les îles Spratly, et d'ailleurs on menace en outre une bonne partie de ses propres citoyens. Or, le paysage, le décor qui se dessine sur fond de croissance forte, ce sont des fractures, des oppositions en mode binaire. Pékin et les provinces, la ville, la campagne, le centre Han et les périphéries minorités, la côte et l'intérieur, l'élite et les masses, pas de doute, l'inégalité est à nouveau en